Ma promesse, c'est de montrer un chemin. Parce que je peux pas promettre une guérison. Par contre, la question qu'on me dit souvent, mais c'est est-ce que vous avez vu des personnes guérir de l'endométriose ? Sur le papier, j'ai pas le droit de le dire. Par contre, est-ce que j'ai vu des femmes qui, à l'imagerie, n'avaient plus aucun kyste et n'avaient plus aucun symptôme ? Oui, j'en ai vu. Puis j'en ai pas vu qu'une seule. Et des témoignages, j'en ai plein. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé. Et ce matin, à votre santé naturelle, je reçois Loïc Ternisien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ingénieur, maître en prévention santé et herboriste, naturopathe. Vous formez aujourd'hui des naturopathes et des étudiants en naturopathie dans des formations continues. Oui, et que vous proposez en ligne. Oui, formation continue parce que je crois que c'est important de continuer à se former tout au long de sa carrière. Et donc c'est ce que je propose aujourd'hui. Et vous dites que les naturopathes aujourd'hui ne sont pas ceux qui se forment le plus tout au long de leur carrière. Alors, vous avez fait ce constat. Ah ben tout à fait, j'ai fait ce constat il y a quelques jours. Je vois que vous suivez bien mes différents comptes. Je suis payé pour ça grassement, Loïc. Parce que je me suis rendu compte que dans ma formation continue, j'ai sans exagérer 90% qui sont des pharmaciens, des infirmiers, des médecins, des professionnels de santé. Et je trouve ça génial. Que les naturopathes n'investissent pas dans leur formation continue. Bah, c'est un constat. Je pensais vraiment. Moi, j'ai fait cette formation pour les naturaux et je me rends compte que c'est les professionnels de santé qui en profitent. Bah, tant mieux, hein. Tant que ça profite à quelqu'un. Vous êtes également énergéticien. D'ailleurs, vous signez votre dernier livre par énergéticien. Donc, oui. C'est important de le dire. Et vous êtes aussi canadien, puisque personne n'est parfait. Alors... ça, non, mais c'est important parce que vous expliquez que finalement, votre vision de faire les choses, elle est d'abord canadienne. Et notamment votre vision de l'échec. Elle est d'abord canadienne. Ah ouais, parce que vraiment, je trouve qu'en France, la vision de l'échec, c'est pas du tout la même. En fait, canadienne ou même anglophone, en règle générale, où l'échec est valorisé. Si on a plein d'échecs, on finit par réussir. C'est encore mieux que si on réussit sans avoir d'échecs. Alors qu'en France, dès qu'on a un échec, on est, sans utiliser de mots vulgaires, on est bas. Voilà. Alors que ça fait partie du chemin de l'apprentissage et mais bien sûr, c'est comme du rebond. C'est comme ça qu'on apprend justement. Moi, je vois l'échec comme un trampoline. On rebondit dessus et Dieu sait si j'ai rebondi. Votre vision de naturopathe, c'est d'encourager l'autonomie des individus en matière de santé. Ouais. Et il y a quelques années, vous avez entrepris ce que beaucoup rêvent de faire. Vous avez tout plaqué. Pourquoi vous avez tout plaqué ? Bah parce que j'avais... Alors ça dépend quel plaquage. C'est le plaquage pour devenir naturopathe. Alors non, plaqué, quand je dis plaqué, c'est que vous avez quitté une vie tranquille, des consultations blindées à la clinique. Ce départ, oui, il y a 6 ans maintenant, ou 7 ans, je sais plus. J'ai quitté donc le Québec, une vie, une clinique qui roulait bien, un job partiel à la télévision pour venir m'installer en France. Parce que à ce moment-là, il y a un éditeur qui est venu me voir et qui m'a dit on accepte d'éditer ton premier livre, mais il faut que tu sois sur le plancher des vaches. Et donc j'ai tout quitté pour venir ici, m'installer en France et sortir ce qui maintenant est devenu un best-seller qui est Naturopathie de guide saison par saison. Donc je n'ai aucun regret. Oui, donc ils avaient raison quand même. Ah bah évidemment qu'ils avaient raison. Le 12 août dernier, vous avez passé un cap sur Instagram. Que s'est-il passé ? C'est le fameux 2 millions et c'est même 3 millions aujourd'hui. C'est la première vidéo qui a dépassé le million. J'en parle jamais, mais je vous dis parce que c'est quand même gros. Ouais, pour un naturopathe, c'est pas courant quand même. C'est ça. Et là aujourd'hui, donc la vidéo fait 3 millions et moi je suis plutôt le lièvre que la tortue, donc je travaille lentement depuis 12 ans. Mais c'est vrai que quand ça arrive, il y a une petite chose un peu magique et le pire là-dedans, c'est même pas une vidéo que j'ai faite. C'est ça qui est ironique. Donc voilà. Il n'y a pas d'explication au succès. Il n'y a aucune explication. Ni d'explication à l'échec d'ailleurs. Exactement, dans un sens comme dans un autre. Et c'est ça que je trouve magique. Il y a une raison, mais il n'y a pas d'explication. Quels sont, Loïc, les sujets santé qu'on ne peut pas aborder sur les réseaux sociaux sous peine de censure ? Oula, vous avez 3 heures ? Non, mais j'ai trouvé ça intéressant que vous parliez de ça. Moi, je me suis fait striker quelques vidéos. Je ne savais même pas que ça existait. Hein. Alors franchement... Exemple typique que j'ai eu ce matin, juste avant de venir. J'ai fait une vidéo sur YouTube et le titre de la vidéo, c'est ce remède ancien pourrait remplacer certains antibiotiques. Ah, je l'ai vu. Et je parle de l'argent colloïdal. Oui, je l'ai vu, j'ai trouvé ça passionnant. La vidéo, elle a été... j'ai dû faire une formation sur YouTube. Ils m'ont exigé que je réponde à 7 questions de formation sur YouTube pour être certain de ne pas supprimer mon compte. Et si je recommence d'ici le mois de décembre, ils font sauter mon compte. Juste parce que j'ai dit cette tournure de phrase. C'est lunaire. Et sur les réseaux sociaux... Fallait le mettre sur une newsletter.
Mais oui, mais maintenant c'est dans mes newsletters. Dans mes newsletters, il y a tout. Je veux dire, on va pas vous straquer votre newsletter. Ah non, celle-là non. Et puis justement, comme il y a une partie qui est privée, à l'intérieur, je parle de tout. Je peux parler de vaccins, je peux parler de mammographie. Par exemple, vaccins, on peut pas en parler sur les réseaux, par exemple. Non. Les vaccins, tout par exemple, la Floride qui décide d'interdire, de supprimer les vaccins pour les nouveau-nés. En fait, c'est difficile d'aborder certaines thématiques de santé, que ce soit les vaccins, que ce soit... En fait, c'est plus de poser des questions. Sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on essaie d'apporter une nuance, on peut soulever des questions. On peut poser des questions sur l'usage de certains vaccins par rapport à certaines tranches d'âge. Est-ce pertinent ou pas ? On peut poser des questions sur l'impact éventuel de la mammographie. On peut poser des questions sur l'usage du bleu de méthylène, par exemple, ou de son interdiction, son usage non commun en France aujourd'hui. Mais sauf qu'à partir du moment où on parle d'un sujet qui peut être un petit peu tendancieux au regard des réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on ne rentre pas dans l'idéologie des réseaux sociaux, eh bien on peut se faire bannir. Et j'ai été, moi, pendant un certain temps, quand même shadowban, comme on dit, pour avoir parler de certains sujets dont il ne fallait pas parler. Donc la newsletter, que maintenant qui me permet aussi d'avoir cette section privée, me permet vraiment d'aborder des sujets comme le dioxyde de chlore, un remède qui lui aussi est utilisé depuis longtemps, mais si on en parle, on peut se faire un petit peu casser les dents. Voilà, aborder tous ces sujets. Ça reste un outil de communication intéressant. Oui, parce qu'en fait, on peut détailler. On peut élaborer, on peut nuancer ce qui ne peut plus être fait sur les réseaux sociaux. C'est blanc ou c'est noir. Et c'est pas du tout l'intérêt. Quand il y a quelques années, on venait consulter un naturopathe, c'était souvent en dernier recours. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais qu'on est encore plus loin que ce qu'on était avant. C'est parce qu'il y a une certaine intelligence artificielle. Et je constate qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes, avant de venir voir un naturopathe, eh bien, ils vont voir les médecins, ils font tout le parcours normal. Avant, ils allaient voir le naturopathe. Maintenant, ils font l'étape ChatGPT. Avant le naturopathe. Ouais, j'ai des consultants qui viennent et parce que ChatGPT, ça n'a pas marché, ils finissent par venir me voir. Et je trouve ça assez fou. Mais ça, c'est grâce à mes abonnés sur les réseaux sociaux parce que maintenant, il y en a qui posent des questions, qui me posent des questions. Et il y a des gens qui leur répondent en disant « Mais pourquoi tu poses cette question ? Demande à ChatGPT. » Et là, j'ai fait « Ah, waouh, ok !» Et oui, voilà. Donc, il faut quand même prendre de la nuance parce que ChatGPT dit pas mal de conneries. Hein. Et alors, ChatGPT répète ce qui est déjà écrit quelque part, quand même. Exactement. Bon, il n'invente rien. Hein. Non, il reprend dans des bases de données des choses qui sont déjà écrites. Ouais. Et après, il a une certaine forme de raisonnement aussi, mais il va toujours s'adapter à notre manière de penser. À force de parler avec lui, il connaît nos idées, il connaît notre manière de penser, il connaît les choses que l'on doit nous dire, et il n'est pas là pour nous frustrer. Moi, je dis toujours, c'est un bon anglophone. Donc, il est là pour nous frotter dans le sens du poil, et il ne va pas nous contredire. Donc, il peut dire des choses qui ne sont pas tout à fait la vérité, parce que c'est ce que nous, on aurait envie d'avoir comme réponse. Ce qui est vrai pour les naturopathes est vrai pour tout professionnel de santé. Pour tous les vrais professionnels de santé qui se confrontent finalement bien à sûr. Hein. Et d'un autre côté, c'est aussi un outil qui est super parce que les professionnels de santé peuvent l'utiliser pour avoir certaines fois des diagnostics plus précis. En fait, c'est comme tout. Il y a du bon, il y a du mauvais, il faut bien savoir l'utiliser. C'est comme toute technologie, incluant les vaccins, incluant certains médicaments, c'est de la nuance. Alors aujourd'hui, vous avez une collection qui cartonne, En finir naturellement, chez J'ai lu. Et le dernier, il y a 2 numéros qui viennent de sortir. Et vous venez de publier En finir naturellement avec les effets de l'endométriose. Ouais. Avec en fin d'ouvrage des fiches remèdes pour ceux qui nous écoutent. Quel est l'objectif des fiches ? Parce qu'il y en a qui aiment bien les fiches, mais quand même, il faut avec parcimonie et bon escient toujours. Hein. Alors, les fiches, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de réfléchir. Ouais. Parce que je sais que parfois, on n'a pas envie. Et donc, les fiches, c'est vraiment problème. Donc si on prend l'endométriose, on peut penser à l'endo-Bailey, qui est ce ventre qui peut être un peu gonflé. Eh bien, il y a un protocole quasiment clé en main si on a ce problème-là. Et ça ne veut pas dire de ne pas travailler sur le terrain. On en vient toujours là en naturopathie, sur ce terreau. Mais par contre, quand on a le problème, qu'il est là maintenant et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on va à la dernière page, on regarde le problème et puis on peut mettre en place ce qu'il faut tout de suite, quoi. Un homme qui parle d'endométriose, c'est crédible ou pas ? C'est un vaste sujet. Moi, j'ai envie de vous dire oui. C'est pas parce qu'on n'a pas d'utérus qu'on n'est pas en mesure de comprendre les femmes. C'est pas parce qu'on n'a pas d'utérus ou de menstruation qu'on n'est pas en mesure de pouvoir percevoir la douleur, percevoir la souffrance. C'est quelque chose qui me surprend toujours, mais dès que j'aborde l'endométriose sur les réseaux sociaux, ça fait partie de certains sujets intenses parce que je me fais souvent littéralement laminer sous prétexte que je suis un homme. Et
les personnes sont souvent surprises parce que j'ouvre ce livre-là avec assez à cœur ouvert pour la collection, parce que je suis un bébé. Vous expliquez pourquoi vous êtes un bébé endométriose. Voilà, je suis un bébé endométriose. Donc moi, l'endométriose, j'en entends parler depuis bien plus longtemps que la plupart des personnes qui viennent me critiquer parce que je parle d'endométriose. Je suis né d'un ventre endométriotique à une époque où on ne savait pas ce que c'était que l'endométriose. Le mot en lui-même n'existait même pas. Voilà, donc j'ai vu la souffrance d'une femme, en l'occurrence ma mère. J'ai vu la boucherie qui a pu être faite sur cette femme. Et donc, oui, je suis un homme, mais je crois que je peux tout à fait comprendre ce que peuvent vivre les femmes. C'est pour ça que j'ai beaucoup depuis le début de ma carrière, j'ai eu pas mal d'accompagnement de femmes endométriotiques avec aussi de très très beaux résultats. Et c'est d'où l'envie d'écrire ce livre, parce que pour moi, il y a une notion d'espoir. Et c'est important. En tant que naturopathe, à quoi vous vous engagez pour les femmes qui souffrent d'endométriose ? Parce qu'aujourd'hui, alors Loïc, il n'y a pas de médicaments pour soigner l'endométriose. Non, il n'y a pas de médicaments. Donc c'est quoi votre promesse, on va dire ? Alors, ma promesse, c'est de montrer un chemin. Parce que je ne peux pas promettre une guérison. Par contre, la question qu'on me dit souvent, mais c'est: est-ce que vous avez vu des personnes guérir de l'endométriose ? Sur le papier, j'ai pas le droit de le dire. Par contre, est-ce que j'ai vu des femmes qui, à l'imagerie, n'avaient plus aucun kyste et n'avaient plus aucun symptôme ? Oui, j'en ai vu. Puis j'en ai pas vu qu'une seule. Et des témoignages, j'en ai plein. Donc en fait, il y a des pistes d'amélioration. Le naturo, il est là pour montrer un chemin. Il est là pour aider la personne aussi à comprendre mieux son corps, comment est-ce qu'il fonctionne. Même en tant qu'homme, savoir à quel moment on peut avoir une augmentation des douleurs, une diminution des douleurs. Et ça, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes consultantes endométriotiques qui vient, on fait tout l'accompagnement. Elle m'envoie un SMS pour me dire: écoutez Loïc, j'ai eu mes règles, je m'en suis pas rendu compte, j'étais même pas prête, j'avais rien sur moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ce qui est génial. Et 2 mois après, elle m'envoie un SMS: ah ouais Loïc, je comprends pas, j'ai été plié en deux pendant 4 heures, je comprends pas, pourtant j'allais bien et tout. Puis je dis bon, on repasse la liste des aliments qui peuvent Elle a mangé des cacahuètes. Et c'est ça, la fameuse qui a mangé des cacahuètes. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle qui a mangé des cacahuètes. C'est celle-là. Ouais. Toujours la même. Mais ça veut dire quoi ça finalement ? En fait, la cacahuète contient de l'acide arachidonique, qui est un acide gras qui est pro-inflammatoire. Donc qui va augmenter les douleurs. Et effectivement, tomber le nez dans le beurre de cacahuète et en manger à la cuillère, quelques heures après, ça peut faire monter le niveau de cytokinine inflammatoire, donc de composés inflammatoires dans le corps, et donc augmenter des douleurs. Mais elle était québécoise. Même pas. C'est vrai ? Ouais. Il y a des gens en France qui mangent du beurre de cacahuète à la cuillère ? Et de plus en plus. J'en fais partie. C'est vrai ? Non, plus à la cuillère. Mais vous, c'est normal, vous êtes canadien. Non, moins qu'avant. Mais oui, il y en a de plus en plus. Donc c'est parce que c'est pro-inflammatoire, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, dans ce cas-là, c'est pro-inflammatoire. Ouais. Et quand on a un trouble qui, en l'occurrence là, est très associé à l'inflammation, on va essayer de diminuer cette inflammation de bas grade, cette inflammation chronique. Et donc, si on vient à amener des composés qui augmentent l'inflammation, on aura plus mal, on aura plus de symptômes. Et donc c'est tout un travail, et le naturopathe, il est là pour montrer le chemin, mais surtout aussi pour guider la personne. Voir qu'est-ce qui est bon pour elle, parce qu'il y a autant de femmes endométriotiques qu'il y a d'endométriose. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on devrait mettre endométriose au pluriel. Tout à fait. Alors, on parle de l'endométriose ce matin. C'est pas un sujet neuf, puisqu'il y en a partout sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, quand on faisait des émissions sur l'endométriose, personne ne savait ce que c'était. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est sorti des radars. Mais aujourd'hui, nous avons, avec Loïc Ternisien, qui est mon invité, la vision d'un naturopathe et la prise en charge naturopathique de l'endométriose, qui change pas mal de choses. Je rappelle que vous publiez un nouvel exemplaire de votre collection, En finir naturellement avec, et les effets de l'endométriose, c'est chez J'ai lu, vous pouvez le montrer à la caméra, Loïc. Alors, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, je vous disais, c'est marrant parce que l'endomètre se balade dans le corps, et vous m'avez dit non, c'est pas ça. Alors, c'est pas l'endomètre qui se balade, ce sont des cellules similaires à l'endomètre qui se baladent là aussi. Il y a plein de théories du pourquoi est-ce qu'on va la retrouver ailleurs, mais c'est des cellules qui ne sont pas des cellules de l'endomètre, mais qui sont des cellules qui agissent en tout point de la même manière que les cellules de l'endomètre. Elles sont pas exactement pareilles. Donc c'est vrai qu'on se fait tout souvent l'image en se disant c'est l'endomètre qui sort et qui s'en va et qui se balade, mais en fait c'est pas exactement la même c'est pas exactement la même cellule. Aujourd'hui, on entend que de plus en plus de femmes sont touchées par l'endométriose. Comment vous expliquez cette explosion de cas ? Alors il y a plein de théories sur. Alors déjà, plus on connaît, plus on parle, plus on diagnostique, plus il y a de cas.
Donc déjà de base. Et puis il ne faut pas oublier que pendant très longtemps non plus, madame, vous avez mal pendant vos menstruations, c'est normal. Alors que non, je tiens à le dire là et à le crier haut et fort, mesdames, si vous avez mal pendant vos menstruations, ce n'est pas normal. Votre corps n'est pas censé faire mal. Ça, c'est une règle c'est un inconscient collectif chez les femmes qu'il faut abattre à tout prix. Donc il y a ça, plus on cherche, plus on trouve, plus on a de cas. Par contre, il y a quand même des paramètres environnementaux. On est les femmes les hommes aussi sont de plus en plus sujets à un empoisonnement aux perturbateurs endocriniens. Il y a une potentielle composante génétique, composante immunitaire, composante virale, composante bactérienne, peut-être des théories embryologiques. Il y a plein d'hypothèses. Il y a beaucoup de théories et d'hypothèses sur l'endométriose parce qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc il y a plein d'hypothèses. Il y a des théories qui sont plus proches potentiellement de la réalité que d'autres, comme la théorie du reflux, où on nous dit que les cellules, qu'au moment des menstruations, il peut y avoir de l'endomètre qui sort de l'utérus via les trompes de Fallope, rester dans la cavité pelvienne et là continuer leur vie. C'est une des hypothèses, mais ça explique pas que chez des femmes, on a pu retrouver de l'endométriose dans le cerveau ou dans les épaules. Parce que là, on est très éloigné de l'utérus. Il y a d'autres théories qui disent que c'est potentiellement des cellules qui vont aller migrer via la lymphe, dans le sang, un petit peu comme des tumeurs cancéreuses, aller se mettre ailleurs dans le corps. Il y a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas. Mais pour répondre à votre question, plus on cherche, plus on trouve, plus on a de cas, et heureusement, plus on peut accompagner. Mais je pense que notre environnement, il y est pour quelque chose. Mais comment on explique encore cette errance médicale ? Est-ce que c'est l'errance médicale supposée de plus de 7 ans avant de poser le diagnostic, c'était avant ou c'est encore le cas aujourd'hui alors que c'est une maladie qui a pignon sur rue ? C'est encore le cas aujourd'hui. C'est la statistique que j'ai dans mon livre, c'est une statistique qui a de quand j'ai écrit le livre, c'est-à-dire maximum 1 an et demi. Et c'est ça qui est dramatique, c'est parce qu'on est encore dans cette croyance de vous avez mal, c'est normal. Et même au-delà de ça, moi j'ai eu le cas d'une personne endométriotique, elle m'a tué de rire. Parce qu'en fait on parle aussi de stérilité. Mais je suis là, je suis témoin, je suis la preuve vivante que ça ne rime pas nécessairement avec stérilité. C'est 20 à 30% des cas. Mais j'ai une cliente qui vient me voir, qui m'explique qu'elle est stérile parce qu'elle a eu une maladie sexuellement transmissible, qu'elle était forte, donc en gros elle a supporté la douleur, donc ça l'a rendue stérile. Et a posteriori, elle m'explique qu'elle a de l'endométriose jusque dans les poumons et qu'elle a strictement aucune douleur. On l'a découvert par un examen de fortune. Donc, il y a aussi des femmes qui n'ont pas de douleur et qui peuvent avoir de l'endométriose. Et en vrai, si elles le vivent bien, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que l'endométriose n'est pas forcément symptomatique. Elle l'est souvent, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Dans la même journée, j'ai eu cette femme-là et une autre femme qui avait un tout petit kyste et qui, elle, avait des douleurs à lui pourrir la vie. Et donc, aujourd'hui, pourquoi il y a toujours peu de diagnostics ? C'est parce qu'on continue avec cette croyance de vous avez mal, c'est normal. Et non, ce n'est pas normal. Mais à quoi attribuer la complexité du diagnostic finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'examens qui valident ? Est-ce que c'est le questionnement qui est insuffisant ? Est-ce que c'est les professionnels de santé qui sont insuffisamment formés ? Alors, insuffisamment formés, non, mais je crois encore, et ça je fais par rapport à ma croyance, mais surtout par rapport aux témoignages des femmes qui viennent dans mon cabinet, de personnes qui vont voir des professionnels de santé ou des gynécologues en abordant la thématique et qui balayent le sujet d'un revers de la main, disant c'est à la mode. C'est à la mode, on en parle plus, mais peut-être qu'il faut tenir compte du témoignage. Donc il y a ça. Après, il est vrai aussi que les kystes peuvent évoluer en fonction du cycle menstruel et que parfois, si on ne fait pas les imageries au bon moment, eh bien, il se peut que le kyste soit trop petit, mal placé et qu'on ne le voit pas nécessairement aussi. Donc en fait, il y a aussi des paramètres d'imagerie qui font que peut-être qu'on le verra pas. Alors de plus en plus, il y a de nouvelles analyses qui permettent d'observer et de tester. Mais là, encore une fois, ça demande d'évoluer un tout petit peu et d'ajuster. À noter dans votre livre que vous expliquez le fonctionnement du cycle. Bien sûr. Pour les personnes qui ne sauraient pas, il y a des couleurs spécifiques aux menstruations, il y a des textures spécifiques. Faut bien connaître son corps. Vous prenez une prise en charge intégrative de l'endométriose. Une femme qui souffre d'endométriose qui vient voir un naturopathe. Par quoi vous commencez finalement ? Est-ce qu'elle vient vous voir en première intention ou encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, elle vient vous voir après avoir vu pas mal de spécialistes ? La deuxième option, elle vient souvent après, ou c'est quelqu'un qui a des douleurs menstruelles mais qui n'a pas de diagnostic.
Moi, la première chose que je vais faire déjà, c'est au travers de mon gros bilan, c'est d'essayer de voir l'hygiène de vie de la personne. Parce que, et ça m'est arrivé, j'ai eu le cas une fois au Québec, une personne qui avait de l'endométriose diagnostiquée, mais en gros, pour caricaturer, elle était au fast-food 2 fois par jour, elle buvait de la boisson noire pétillante, bien sucrée, toute la journée. Autant vous dire que ça a été assez simple pour retirer ses douleurs. Hein. J'ai commencé à manger un petit peu plus de fruits et légumes et à arrêter votre boisson à la con, et ça va aller mieux. Bizarrement, ça a été mieux au bout de 2 cycles. Hein. Donc la première chose, c'est de regarder l'hygiène de vie. Regarder le stress aussi de la personne, parce que plus on est stressé, plus nos muscles peuvent être tendus, et donc ça peut augmenter les spasmes aux périodes menstruelles. Donc d'abord, c'est l'hygiène de vie. Ensuite, donc on va rééquilibrer l'hygiène de vie et on peut donner au cas par cas des compléments alimentaires ou des plantes, mais ça c'est qui vont permettre d'ajuster en fonction des symptômes qu'a la personne. C'est sûr que le magnésium c'est un grand classique parce que ça détend les muscles, ça détend le système nerveux aussi. Donc évidemment, quand on a des spasmes, c'est bien le magnésium, ça détend. On peut penser à certaines vitamines. On a le PEA qui est très intéressant pour les douleurs neurologiques, par exemple. Après, on va adapter en fonction de qui est la femme en face de nous. Comment est-ce qu'elle le vit aussi émotionnellement, psychiquement. Est-ce qu'elle anticipe ses menstruations? Donc il y a plus de stress. Donc dans ce cas-là, on va peut-être travailler un peu en amont. À quoi ressemble son cycle hormonal? Et c'est là où le médecin rentre en jeu. Parce qu'on va guider la personne vers son médecin pour avoir des prises de sang au bon moment du cycle, pour justement essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas, ce qui est quand même souvent le cas, une hyperœstrogénie ou une hyperœstrogénie relative, des déséquilibres hormonaux. Et donc c'est là où le travail avec le médecin, il se fait main dans la main pour justement que le naturo a ses pistes, ses théories, en fonction de l'hygiène de vie de la personne, et peut aller les valider ou les invalider avec des analyses que fait le médecin, tout en ne faisant pas de diagnostic. C'est que le médecin qui fait ça, hein. Le naturo n'a pas le droit. Mais les femmes qui viennent vous voir et qui se plaignent de douleurs, et on sait que sur l'échelle des douleurs, c'est très important, les douleurs d'endométriose, et qui viennent avec cette plainte de douleur. Et donc, comment vous agissez sur le symptôme, par exemple? Alors, moi, j'ai rien le droit de dire. D'accord. Mais moi, je fais souvent des protocoles endométriose. Mais elles sont dans votre livre, donc... Oui, elles sont dans mon livre parce qu'elles sont passées me voir. Mais en vrai, ce que je vais faire... Parce que la douleur, c'est ce qui est le plus invalidant, on va dire. Par exemple, la douleur... quand on n'a pas encore travaillé sur l'hygiène de vie, etc., mais qu'on a des grosses crises de douleur. Par exemple, il y a l'huile essentielle d'estragon, l'huile essentielle de basilic, Ocimum basilicum, qui sont des antispasmodiques très intéressantes. Avec un petit peu d'huile de ricin, 2 gouttes de basilic, donc Ocimum basilicum, 2 gouttes d'estragon, un petit peu d'huile de ricin, en massage sur le ventre, 4 à 5 fois dans la journée, c'est un antispasmodique, anti-inflammatoire. Là, déjà, on aide la personne à tenir la route. Et je me souviendrai toujours d'une cliente qui me disait « Bon, je pue la sauce, parce que je sens le mélange basilic-estragon est pas super sympa au bureau, mais au moins, j'arrive à avancer. » Le temps que on arrive à faire le travail de terrain, le travail de fond. Il y a de l'homéopathie qui peut aider. Cuprom en 5 CH à 3 granules 3 fois par jour qui aide au niveau des crampes, au niveau des spasmes. On a justement le PEA pour les douleurs neurologiques. Voilà, en fonction des symptômes, après on ajuste. Mais le but est d'essayer d'avoir moins mal. La recette du cataplasme à l'huile de ricin est dans votre livre. Ouais, j'adore le cataplasme à l'huile de ricin avec une petite bouillotte. La bouillotte. La bouillotte. Non, mais alors la bouillotte. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un naturopathe pour dire la bouillotte? Mais quel est l'intérêt de la bouillotte? Déjà, la bouillotte, ça détend tout ce qui est musculaire. Donc ça apporte une chaleur, c'est englobant et ça détend. La bouillotte, en vrai, effectivement, normalement, il n'y aurait pas besoin d'aller voir un naturopathe pour penser à la bouillotte. Ma grand-mère, elle pensait à la bouillotte. Oui, mais nos grands-mères étaient des naturopathes, mon cher. Pas besoin de moi. Mais en vrai, la bouillotte, et aujourd'hui, je suis obligé de le rappeler. En consultation, je dis, vous avez une bouillotte? Non. Achetez-vous une bouillotte. Commencez déjà par mettre une bouillotte quand vous avez mal. Ça va détendre tous les muscles, toute la zone. Quand on détend, on aura moins mal. Donc, ayez une bouillotte. Hommes, femmes, tout le monde, ayez des bouillottes. En fait, vous êtes entre la bouillotte et le bain dérivatif à l'eau froide. C'est ça. C'est un entre-deux. C'est pas la même température. Non. France Guillain, qui était venu en parler ici. Bain dérivatif aussi. Je connais des femmes qui font ça pour justement optimiser leur cycle, les sensations de douleur, etc. et qui n'ont plus de douleur endométriotique parce qu'elles font ça quotidiennement. Donc après, je connais pas tout le process détaillé du fonctionnement du bain dérivatif, mais ça marche. Il y a plein de témoignages. Donc autant essayer. Alors vous préférez le chaud, vous préférez le froid, vous choisissez. Il y a les hormones sont impliquées
beaucoup. Bah oui. Dans l'endométriose. Oui, c'est ça. On a souvent présence d'une hyperœstrogénie, donc trop d'œstrogène, relative ou pas. Alors quand je dis relatif, c'est parce que le corps peut interpréter comme ayant trop d'œstrogène parce qu'il n'y a pas assez de progestérone. Donc en fait, il va ajuster. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler. De par l'hygiène de vie, moi j'aime beaucoup l'organothérapie, des remèdes qui vont travailler avec des remèdes à base d'ovaires ou à base d'hormones. Qu'est-ce qu'on appelle l'organothérapie ? L'organothérapie, c'est une version de l'homéopathie faite à partir des organes. Donc ce n'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une conviction religieuse qui nous empêche de consommer du porc, par exemple, eh bien, on va éviter l'organothérapie parce que c'est soit fait avec du porc, soit avec du cobaye. Et comme on ne peut pas savoir quel animal a été utilisé, on va préférer l'éviter. Mais ça peut être aussi pas des organes, mais des hormones diluées. Et donc, quand on utilise ces remèdes-là, on permet au corps d'ajuster ses propres hormones quand on les prend au bon moment. C'est ultra efficace. Moi, j'adore utiliser ces remèdes-là. Sinon, on a des plantes. On peut penser au Vitex, mais attention, le Vitex, c'est pas pour toutes les femmes endométriotiques. C'est le Gatilier en français. Moi, j'ai toujours le mot Vitex. Toujours le mot québécois. Et donc, c'est pareil. Les plantes, c'est pour rééquilibrer les hormones, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Parce que on peut faire plus de dommages, même plante ou autre chose, parce qu'on va jouer dans l'hormonal et là, vaut mieux se faire accompagner. Oui, c'est pas parce que ce sont des plantes qu'on peut les utiliser comme ça et que ça n'a pas d'impact et d'effet secondaire. Exactement. Donc ça, c'est important. Vous parlez d'une méthode, puisqu'on parlait des hormones, la métaphore du surf. Oui, alors ça, c'est pas la mienne. C'est pas vous, non. C'est Gaël Baldassari de Kif, du site Kif ton cycle, qui a créé une métaphore en fonction du cycle hormonal. On imagine une femme qui fait du surf, et donc ça dépend de l'énergie de la femme va varier en fonction du mois, un petit peu comme si on était sur le haut d'une vague ou la chute de la vague. Donc l'énergie va varier, la force va varier. L'image est super. Et d'ailleurs, Kif ton cycle est un super site pour apprendre et comprendre son cycle. Voilà, surf, l'acronyme de Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatigué. Exactement. Surf. Mais c'est bien aussi, ça fait passer des moyens mémotechniques pour pouvoir retenir les choses. Voilà. Et nous profitons de la venue à Paris aujourd'hui de Luc Ternisien, ingénieur maître en prévention santé, herboriste, naturopathe, énergéticien, qui publie dernier numéro de sa collection Finir naturellement avec les effets de l'endométriose chez J'ai lu, dans lequel vous racontez que longtemps vous avez cru que le régime de Vichy était à l'œuvre du décret qui a supprimé l'herboristerie en France. Eh bien, l'histoire est parfois plus complexe que ça. Oui, alors c'est un fait, c'est le régime de Vichy qui a aboli le diplôme d'herboriste, mais oui, effectivement, c'est pas aussi simple que ça. En fait, l'histoire raconte, et j'en parle dans le guide ultime de l'herboristerie, en fait, la véritable histoire, c'est parce que les herboristes, en gros, étaient unis, puis il y a eu un syndicat, puis il y a eu plusieurs syndicats, et en fait, face à un environnement médical de plus en plus solide et uni, les herboristes, avec le temps, ont créé plein de petits syndicats, s'entendaient pas entre eux pour porter le message de l'herboristerie. Eh bien, face à un comité uni et un comité désuni, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? L'herboristerie a disparu par manque de soutien et de cohérence au sein des herboristes de l'époque. Donc, malheureusement, c'est Vichy, mais pas que. C'est Vichy, mais pas que, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur d'autres corps de métiers liés à la santé naturelle. On parle de l'approche naturopathique aujourd'hui de l'endométriose. L'endométriose, on parle souvent d'une maladie moderne, de société. Oui, c'est parce que c'est lié. Il y a beaucoup de paramètres environnementaux. Comme je le disais, on peut penser, là, on a des perturbateurs endocriniens à tout va. Il y a juste à voir, il y en a dans les tampons. C'est directement géolocalisé à l'endroit où se font les hormones, l'endroit où il y a les hormones féminines, là où se trouve l'endomètre, là où se trouve l'utérus, les poils à frire, toutes ces cochonneries, les polluants éternels, les phtalates, il y en a partout. Donc évidemment que c'est une maladie de société. J'aimerais qu'on parle d'une autre des stars, c'est le microbiote. Le fameux. Aujourd'hui, où en est-on de l'étude du rôle du microbiote dans l'endométriose ? Alors, il y a plein de sujets différents. Celui que je voudrais retenir, c'est vrai que le microbiote est très important, il agit pour tout dans le corps et c'est vrai qu'on le met un petit peu à toutes les sauces. Il y a une partie du microbiote qui s'appelle l'estrobolome.
Cette partie du microbiote, c'est un ensemble de bactéries dont le rôle spécifique est de participer au recyclage des œstrogènes via certaines enzymes, en duo, un taf avec le foie. Et en fait, si on a un microbiote qui est déséquilibré, on peut avoir un œstrobolome qui est déséquilibré. S'il est déséquilibré, il est possible qu'il y ait un recyclage trop important des œstrogènes dans le sang. C'est-à-dire qu'au lieu de faire son travail de dégradation et de recycler qu'une petite partie, il peut en recycler trop. Donc il peut remettre trop d'œstrogènes dans le sang, ce qui crée un déséquilibre hormonal. Et si le foie fait pas bien son travail après, ça exacerbe la problématique. Donc quand on prend soin de son microbiote, on prend vraiment soin de cet estrobolome qui a un rôle dans le recyclage œstrogénique. Ce que vous dites, un estrobolome sain dans un corps sain. Exactement. Ouais. Comment on prend soin de son œstrobolome, figurez-vous? Vous voyez, déjà son microbiote, c'est pas toujours facile. C'est la même chose. En fait, prendre soin de son microbiote, c'est prendre soin de son estrobolome puisqu'il fait partie du microbiote. Le point premier, quand vous parlez de microbiote, vous parlez duquel des microbiotes d'ailleurs? Alors là, je parle du microbiote intestinal. Vous faites très bien de le rappeler. Parce que c'est vrai pareil, on le met au singulier, mais il y a plusieurs microbiotes. Ouais. Et là, l'estrobolome se trouve au sein du microbiote intestinal. Il n'est pas au niveau du microbiote vaginal. Il n'est pas au niveau du système reproducteur. Pour en prendre soin, on prend soin de son microbiote intestinal qui part de la bouche jusqu'à la fin, jusqu'à la terminaison. Et première chose, l'alimentation. Là, il y a Marion Kaplan, il y a plein de sommités qui parlent justement de prendre soin de son microbiote. Et la première chose, c'est faut pas oublier que les bactéries de notre système digestif vont manger la même chose que nous. Donc, si on leur donne ce qu'il faut, des fruits, des légumes, on essaie d'éviter le plus possible les grains, les céréales, les produits laitiers, on essaie d'éviter le plus possible, ou de petits animaux, on fait attention aux lectines, mais dans l'idéal, c'est vraiment de manger le plus de légumes possible. Alors vous proposez dans votre livre notamment un régime anti-lectine. Oui, anti-lectine. Alors c'est pas nécessaire pour toutes les femmes endométriotiques, mais c'est une piste à aller regarder. Les lectines, c'est des protéines qui sont à la base faites, c'est les végétaux qui les font pour se défendre, pour éviter d'être consommés au mauvais moment et perturber donc le système digestif, neuronal et d'autres systèmes du prédateur. Prédateur, en l'occurrence, là, c'est nous. Et donc, si le fruit n'est pas mangé à maturité ou certains faux légumes, donc des fruits, les cucurbitacées, les solanacées, sont pas mangés à maturité, eh bien, il se peut que ces lectines viennent abîmer notre microbiote, notre système digestif, avoir une action au niveau neuronal, augmenter l'inflammation. Et chez certaines femmes, faut aller jusque-là pour regarder. De toute manière, nos grands-parents le savaient. Ma grand-mère italienne, elle a toujours enlevé la peau des poivrons, elle a toujours enlevé les pépins des poivrons, elle a fait pareil pour les tomates. Les anciens ne savaient pas nécessairement pourquoi ils le faisaient. Ouais. Mais ils le faisaient parce qu'ils voyaient bien que ça avait un effet sur le corps. Donc, ou alors on dit c'est indigeste. Voilà, c'est indigeste. C'est ça. Et à juste titre. Donc, le travail sans lectine, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est vrai que c'est très contraignant. C'est quasiment même infaisable à 100% aujourd'hui, en France en tout cas. Mais par contre, c'est une piste qui est à garder en tête quand on voit que tout le travail alimentaire suffit pas pour baisser les douleurs. Alors c'est marrant parce que vous parlez du microbiote intestinal, mais peu du microbiote vaginal. Enfin, vous en parlez dans votre livre, mais pourquoi finalement c'est pas le premier microbiote qui est intéressé dans l'endométriose? Il est important, mais bon, déjà d'une part, faut pas oublier qu'il est assez proche du microbiote digestif en termes de distance entre l'anus et le système reproducteur féminin. Bon, c'est quand même assez proche. Donc, on va beaucoup travailler au niveau du digestif pour cette relation. L'autre chose, c'est que le digestif va avoir une action sur tout ce qui est inflammatoire, sur tous les systèmes corporels, alors que le microbiote vaginal ou reproducteur a plus une action locale. Et dans ce cas-là, on va d'abord avoir une action plus globale qu'une action locale. C'est pas qu'il n'est pas important, mais c'est pas le premier sur lequel on va travailler. Parce qu'en fait, il va se rééquilibrer aussi quand on va rééquilibrer l'autre. Une action locale va toujours avoir une action une action globale va toujours avoir une importance aussi au niveau local. Et après, a posteriori, c'est sûr que si on a une femme qui, en plus de l'endométriose, a souvent des vaginoses, des candidoses, etc., là, on va s'atteler aux deux en même temps. Ça dépend aussi du cas. Vous faites un dégagement dans votre livre sur l'adénomiose.
Ouais. Et vous dites que c'est très important de la différencier de l'endométriose parce que c'est très souvent confondu en fait. En fait, on dit que l'adénomiose est une forme d'endométriose, ce qui n'est pas faux. Sauf que l'endométriose est à l'extérieur de l'utérus, alors que l'adénomiose est à l'intérieur de l'utérus. En gros, souvent ça fait les mêmes douleurs, ça fait les mêmes symptômes, ça a la même problématique générale, c'est juste c'est pas localisé au même endroit. En vrai, ça s'accompagne de la même manière. C'est pour ça que dans mon livre, je fais la différence pour que les gens comprennent que c'est pas tout à fait la même chose, mais en termes d'accompagnement, pour moi, c'est la même chose. Mais cette nuance, elle est importante. C'est pas de l'endo quand on a de l'AD, et c'est pas de l'AD quand on a de l'endo, et en même temps, on peut avoir les deux. Bien, quelles sont les différentes étapes de votre prise en charge ? Donc, on commence par quoi ? Vous parliez tout à l'heure de l'hygiène de vie. J'ai l'impression que ça, c'est la base. C'est la base. Moi, vraiment, d'abord, changer son alimentation. Pour moi, c'est vraiment le point numéro 1. Changer son alimentation, travailler son système nerveux. Ça, c'est les 2 premières choses hyper importantes. Parce que, en tout cas, dans ma vision, quand on travaille sur ça, c'est un petit peu comme donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire le corps va se réajuster. Et moi, c'est ce que je fais en premier quand j'ai une consultante endométriotique. On va travailler sur ces 2 leviers. Stress, anxiété, peur, croyances liées au déséquilibre, histoire familiale, donc vraiment le côté très global, et le côté alimentation, et voir est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle fait pas du sport, vraiment le côté... Et on se revoit quelques semaines après. Mais quand vous dites on travaille sur l'alimentation, par exemple, comment vous procédez ? Alors, de manière très concrète, dans le bouquin, il y a le protocole de rééquilibrage alimentaire que je donne à tous mes consultants, mais ce que je suggère déjà de base, si on ne veut pas aller jusque-là, parce que c'est vrai que mon protocole est très complet, c'est 0 gluten, 0 produits laitiers, 0 maïs, 0 arachide, 0 soja. J'allais le dire en québécois, soya. Allez-y, on sous-titrera c'est ça. Sur la vidéo. Pendant au moins 3 semaines à 1 mois. Et idéalement, c'est de commencer 3 semaines à 1 mois 3 semaines avant le début des menstruations. Juste pour voir déjà si on va avoir une différence au moment des menstruations. Ça, c'est un indicateur. Parce que si vous retirez ces aliments-là et que vous voyez qu'il y a moins de douleur et que au niveau des menstruations, ça va un peu mieux, ça veut dire que là, on a une piste. Et cette piste-là, on pourra aller plus loin. On pourra peut-être enlever les lectines, les céréales, aller ailleurs, jouer avec des plantes médicinales. Pareil, les carences alimentaires, vraiment s'assurer d'avoir de la vitamine D, s'assurer du magnésium, les oméga 3, s'il vous plaît, les oméga 3, ça c'est vraiment... Hygiène de vie, alimentation et complémentation. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires. La majeure partie de la population n'en a pas assez. Quand j'en donne à une consultante qui est endométriotique, de base, ça fait baisser l'inflammation. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. Mais quand on voit que tout ça commence à avoir de l'effet, là, on va aller plus en finesse avec des plantes, etc. Mais d'abord, enlevez ces 5 aliments-là, faites le test, prenez du magnésium, prenez des oméga 3, prenez des vitamines du groupe B. Déjà, prenez du zinc ou un multivitaminé, ça va plus vite, mais multivitaminé plus magnésium plus oméga 3, vous faites le test pendant 3 semaines et vous regardez. Et déjà là, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les menstruations arrivent avec un décalage ? Est-ce qu'elles sont moins abondantes, plus abondantes ? Est-ce que les douleurs sont plus là ? Est-ce que la texture des douleurs change ? Est-ce que la texture du SPM change ? Est-ce que vous avez plutôt tendance du syndrome prémenstruel ? Merci. Est-ce que vous êtes moins triste ? Plus d'énergie. Tous ces détails-là sont fondamentaux. Parce que avec ça, ensuite, votre praticien va pouvoir vous aiguiller avec des remèdes plus spécifiques. Et en général, si on veut vraiment aller jusque-là, pour les femmes qui ont envie de se lancer le défi, aller jusqu'au bout, vous faites ça. Donc vous retirez ces aliments, vous prenez magnésium, oméga 3 multivitaminé, et vous faites ça pendant 3 cycles. Alors après, il y a d'autres questions, c'est savoir comment bien se complémenter, comment on choisit ces compléments alimentaires, à quelles normes on fait confiance. Enfin, parce que vous avez fait un guide là-dessus. Tout est sur navae.fr, navae.fr, donc qui est mon petit site où il y a une formation spécifique là-dessus. Mais en vrai, magnésium bisglycinate, et quand pour le magnésium, pour les oméga 3, il y a des normes à avoir. Donc là, je les ai pas toutes en tête, mais l'idée aussi, c'est quand vous regardez la composition, c'est qu'il y ait le moins de lignes possible. Ouais. Un petit peu comme. Et après, les oméga 3, on peut les avoir dans l'alimentation quand même. Oui, mais il y en aura rarement assez aujourd'hui. Rarement assez parce qu'on mange pas assez de petits poissons gras. Il y a aussi un point qui est important, c'est que les oméga 3 sont essentiels. C'est-à-dire que le corps en a besoin pour fonctionner. Or, on entend souvent parler d'oméga 3 vegan.
Or, les oméga 3 vegan, si on veut faire une cascade, l'oméga 3 final, il doit passer par 2 étapes ou une étape avant d'arriver en oméga 3 utilisable pour le corps. Quand on le prend à partir d'huile de poisson, on a directement celui qui est utilisable. Celui qui est vegan, souvent, c'est une étape avant, qui nécessite une enzyme pour passer de l'un à l'autre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette enzyme, elle n'est pas fonctionnelle. Donc en fait, vous pouvez prendre tous les oméga 3 vegan de la Terre, il n'y aura jamais d'oméga 3 in fine. C'est-à-dire que la transformation ne se fera pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de garder en tête. Parce que chez certaines personnes, si ça n'a pas d'effet, c'est que peut-être qu'il y a cette petite déficience enzymatique. Bien. La suite est dans votre livre. Vous pouvez le remontrer à la caméra. Il vient de sortir. Alors, je fais la speakerine. Plus personne ne sait ce que c'est qu'une speakerine. Je sais, mais je suis vintage, que voulez-vous. Et pourtant, vous avez pas l'air. Vous êtes beaucoup moins vintage que moi. En fait, vous faites le téléachat. Ça aussi, c'est vintage, ça n'existe même plus. Non, si, il doit y avoir télé-shopping encore, non? Ça non, même plus. Non, c'est fini. Hein? Si. Ils ont remplacé les présentateurs, mais non, télé-shopping, c'est fini. Mais non, ça existe encore. Vous nous direz. Mettez-vous à la page. Mais non. Tu sais, ils vendent des aspirateurs là maintenant qui aspirent un peu tout. Mais maintenant, ils font ça sur TikTok en Chine. Ah oui, vrai. Non, ça c'est vrai aussi. Bien, alors, en finir naturellement avec les effets de l'endométriose, c'est chez Gelou, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur les réseaux, votre newsletter. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission si elle n'est pas strikée sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de venir à Beurre FM. Avec beaucoup de plaisir de vous accueillir Loïc et passer une très belle journée santé naturelle sur Beurre FM.